Bon, bienvenue aujourd'hui pour cette réunion importante sur le réveil de l'Europe. Merci à Philippe Etienne de venir partager son expérience et sa sagesse. Diplomate, il faut ça, par définition, dit-on. Et surtout, merci à Mère Brown de nous accueillir dans cette cantine merveilleuse. On va peut-être faire du piano ce soir, et du baby-foot, des choses essentielles dans l'équilibre du management, si on peut dire. Et donc, Alban, maître, merci de nous accueillir. Et puis, qu'est-ce que vous avez comme petit mot d'introduction? Écoutez, nous, on est vraiment très très contents au nom de Mère Brown de vous accueillir tous. Vous êtes très très nombreux ce soir. Et la conférence s'annonce passionnante. Je crois qu'il y a deux associations qui sont présentes aujourd'hui, la Fondation Saint-Omer et Confrontation Europe. Vous êtes très nombreux et je suis sûr que ces débats s'annoncent passionnants. Bienvenue en tout cas chez nous et bonne conférence. Voilà. Merci. Donc ça fait longtemps que, d'une manière ou d'une autre, dans nos différents mondes, on rêve à quelque chose. On rêve au réveil de l'Europe. Alors on rêve au réveil de l'Europe sous deux aspects. D'une part, à travers la Fondation Saint-Omer Valeurs transatlantiques, et d'autre part, à travers Confrontation Europe, comme son nom s'indique, essaye effectivement de contribuer à ce que l'Europe marche mieux. Alors avec la Fondation, l'idée c'est d'être sur les traces d'étudiants américains qui, il y a 300 ans, ont atterri dans une ville inconnue d'aujourd'hui, mais pas à l'époque, qui était Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour aller à l'école. Et allant à l'école, ils ont bénéficié de cette culture traditionnelle et ils sont devenus pour certains des pères fondateurs de l'Amérique, inspirés par l'expérience des républiques modèles grecques, romaines, par les auteurs français, Montesquieu, etc. Et ils ont réussi donc à transformer cette éducation et cette inspiration en action, en créant, ils étaient 4 millions à l'époque, il ne faut pas oublier, nous en France on était 25 millions, eux ils étaient 4 millions, de l'autre côté de l'Atlantique, et déjà à ce moment-là, s'inspirant de ces textes modèles, ils ont pensé faire une république modèle pour le monde. Déjà à l'époque, ils l'exprimaient ainsi. Et donc, nous, à travers la Fondation, on a réalisé qu'il y avait un gap aujourd'hui entre ce modèle, les valeurs sous-jacentes, et ce qu'on vivait aujourd'hui. Pour beaucoup, la démocratie est le symbole de la décadence. Et donc la mission que l'on a, c'est de se dire comment on passe de la décadence au modèle. Avec Confrontation Europe, même chose. Ça fait longtemps qu'on fait des diagnostics sur l'Europe qui ne marchent pas vraiment, dont on a perdu l'enthousiasme. Et avec le comité scientifique de Confrontation, il y a quelques mois, quelques années, avec Philippe Etienne, on a identifié le côté alarmiste qui a été repris depuis par Draghi, l'État, etc., etc. On s'était déjà rendu compte que l'Europe était en risque. Avec la Fondation, on avait mis le point sur le fait que la démocratie était en danger et en risque. Avec Confrontation, on a vu que l'Europe était en risque. Et que ce qui s'est passé avec les Anglais et le Brexit pouvait, d'une manière ou d'une autre, arriver aussi dans d'autres pays de l'Europe. En risque sociologique, mais en risque aussi économique. Il faut avoir en tête qu'en 2014, l'Europe, ça représentait un PNB de l'ordre de 15 000 milliards. L'Amérique,
15 000 milliards. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous, on a quand même progressé énormément, puisqu'on est passé de 14 à 17. Et les autres, ils sont passés de 15 à 29. Il y a un gap. Et ce gap nous interroge. Il s'interroge le citoyen qui pense que notre efficience européenne n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, avec le comité scientifique, on a essayé de réfléchir. Pour certains, il y a une petite note qu'on a écrite sur le sujet, en se disant, il ne s'agit pas de faire de la philosophie sur l'Europe et de revoir la gouvernance, etc., comme on peut voir tous les différents rapports. Il ne suffit pas d'être juste alarmiste. Il s'agit de trouver des solutions. Et comme il y a risque, il ne s'agit pas de trouver des solutions qui seront bonnes dans 10 ans. On s'est dit, il peut y avoir un risque même d'ici 2 ans. Si d'ici 2 ans, on ne fait pas des choses fondamentales, déterminantes, en rupture, on peut échouer. Et donc, si on peut échouer, quelles sont les différentes pistes qui nous permettraient de pouvoir ne pas échouer rapidement? Et par hasard, on s'est dit, tiens, on professe, les Français professent, peut-être maintenant ça va être partagé d'ailleurs, hein, souveraineté et puissance pour l'Europe. Souveraineté et puissance. Et on s'est dit, bah oui, souveraineté et puissance. Puissance, ça veut dire industrialisation, ça veut dire économie, etc., etc. Et on s'est dit, mais tiens, aux États-Unis, ils ont un budget militaire qui fait à peu près 900 milliards. Et quand on regarde un peu l'histoire d'IBM, d'Internet, on dit qu'il y a une corrélation entre les budgets de la défense et leur ruissellement dans l'ensemble de l'économie. Et on s'est dit, bah, peut-être que pour l'Europe, si on mettait un accent sur la défense, on pourrait gagner de deux manières, en souveraineté, parce que la défense c'est un peu la souveraineté, et en économie, parce que ça pourrait être un booster de la réindustrialisation de l'Europe. Donc on avait écrit ça, etc., etc. Mais il nous manquait un détonateur, parce que tout ça c'est de bonnes intentions, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais rien ne se passait, évidemment. Nos bonnes idées pouvaient rester intelligentes, mais entre nous. Et puis tout d'un coup sort du bois un extraordinaire détonateur qui est le nouveau président des États-Unis. Et donc ce nouveau président des États-Unis fait un réveil tonitruant de plein de dimensions politiques, sociologiques, économiques. Mais dans son approche, c'est pas juste le caprice de quelques individus. C'est aussi des approches qui sont politiquement fondamentales. Et dans la dernière conférence, avec ceux qui étaient là avec Stanislas de la Boulaye, c'était sur le statut de la liberté, on a été amené à réfléchir sur le mot liberté. Pour nous, liberté, c'est un concept simple, évident. Liberté, c'est liberté. Bon. Mais quand on creuse un peu ce qui se passe aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a liberté, mais que la liberté peut dériver vers le libertarisme, par exemple. C'est-à-dire liberté sans fraternité, par exemple, c'est liberté stand-alone, ça peut conduire vers du libertarisme. Donc derrière liberté, il y a un problème de société. Et quand on parle de libertarisme, avec Steve Ehrlich, qui est un spécialiste avec qui on a travaillé sur la définition des valeurs récemment, c'est pas un caprice. C'est un choix de société profond sur lequel pas mal de philosophes ont travaillé. Ayn Rand, par exemple, mais beaucoup de libertariens ont travaillé sur le modèle Singapour, sur le modèle Hong Kong, sur des différents modèles d'incarnation de vie libertarienne en Afrique du Sud à l'époque. Donc, c'est une société, c'est une organisation de la société qui probablement, dans un ère numérique, c'est-à-dire drivé par l'intelligence artificielle, la Silicon Valley, etc., peut avoir un sens. C'est quelque chose qui va nous interpeller. Est-ce que ce modèle de société est le modèle de société du 21e ou du 21e siècle dans le cadre de la 4e révolution industrielle qui va nous changer fondamentalement? Donc on est interpellé vis-à-vis de ce qu'on estime être la démocratie. Donc on est interpellé vis-à-vis de ce qu'est la démocratie. On est interpellé par ce réveil tonitruant. Mais une fois qu'on est réveillé, il ne suffit pas de tomber du lit et de tourner en rond dans sa chambre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réveillé, et là maintenant je pense que c'est clair, on a 900-800 milliards en Europe, les Allemands viennent de changer leur stratégie d'investissement, ils mettent 500 milliards sur la table, etc. Donc des choses fondamentales en rupture se passent. Mais une fois que ces choses fondamentales se passent,
comment on va faire du réveil ce que nous attendons à travers la Fondation et Confrontation depuis longtemps, c'est-à-dire faire en sorte que cette Europe qui a potentiellement un leadership mondial, on a 450 millions d'habitants, les Américains c'est 320, qui a 17 milliards de PNB, comment on va faire pour que on rattrape par exemple les Américains? Normalement, structurellement, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Donc, comment on va transformer ce réveil en action? Une des faiblesses sur lesquelles on avait établi le problème de l'Europe, c'était qu'elles avaient des bonnes intentions, elles faisaient rêver. Lisbonne avait fait rêver, on avait fixé des objectifs dont aucun n'a été atteint. Et donc le gap entre le rêve et notre capacité d'atteindre un objectif est en soi phénomène de crise. Donc le problème de l'Europe, ce n'est pas d'avoir des bonnes idées, c'est l'action et l'exécution. Donc l'idée avec Philippe, c'est de voir, à travers les discussions qu'on pourra avoir ensuite, c'est comment on va faire de ce réveil un déterminant qui fait qu'on va changer le braquet de l'Europe. Comment, et sur quelle priorité, sur quelle méthodologie on doit travailler pour que, effectivement, dans un nombre d'années raisonnable, on fasse de l'Europe à nouveau un modèle pour le monde. Donc Philippe, on attend tes idées. Simplement. Alors déjà, il faut que je... C'est bon, est-ce que... Ça marche, vous m'entendez? Bon, j'aurais préféré presque que ça marche pas, parce qu'après ce qu'il a demandé... Ah, vous voyez? Bon, maintenant ça marche. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne pense pas que je vais sans doute pas répondre à la commande au niveau des attentes, mais je vais essayer de vous dire, moi, comment je vois les choses comme un retraité qui a été dans la diplomatie pendant plus de 40 ans, et notamment, il faut que je le mange. Bon. Ben non, mais je préfère manger le même. Donc voilà, je vais essayer de vous partager mon expérience. 13 ans à Bruxelles, 2 postes en Allemagne et dernièrement ambassadeur de France aux États-Unis. Moi, je partage d'autant plus le diagnostic. Effectivement, j'ai participé à ces réflexions et je voudrais remercier Confrontation Europe et son conseil scientifique, et notamment le président de son conseil scientifique. Mais ce qui me plaît dans ce croisement avec Saint-Omer, c'est que je retrouve, moi, mon croisement personnel entre les États-Unis et l'Union européenne. Et je ne me résous pas, face à ce réveil de l'Europe, qui est très important et très positif, à une brouille transatlantique. Je pense fondamentalement que les États-Unis et l'Europe continueront à avoir besoin les uns des autres, et que les États-Unis ont un intérêt à avoir une Europe forte comme partenaire. Bon, ce n'est pas avec cette administration, avec ce président, qu'on va s'en convaincre. Mais d'un autre côté, c'est peut-être grâce à ce président et à son gouvernement, et notamment à 2 acolytes qui s'appellent J.D. Vance, dont le discours à Munich a été, alors là, un vrai réveil, et Elon Musk, que nous allons réussir, effectivement, à nous positionner à un niveau d'ambition suffisant pour finalement arriver à ce résultat que l'Europe sera un partenaire plus fort et plus fiable des États-Unis. C'est une vision très optimiste des choses, mais je pense qu'on a toujours besoin de se projeter dans l'avenir et que la relation transatlantique doit redevenir à un moment une relation coopérative et mieux équilibrée en même temps. J'ai, pour me présenter, 2 autres activités que celle de faire semblant de réfléchir après avoir pris ma retraite. Je suis aussi président du 80e anniversaire de la libération de la France, plus exactement des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de la France et de la victoire de 1945.
Et donc cette dimension transatlantique pour moi et cette question de la liberté, elle a pris un nouveau poids ces derniers mois, surtout quand j'ai eu l'honneur d'organiser l'accueil des vétérans américains que le président de la République a décorés de la Légion d'honneur sur les plages de Normandie. Et puis j'ai aussi un enseignement à l'École normale supérieure sur la démocratie et la géopolitique. Et ce matin encore, d'ailleurs, je donnais ce cours à nos étudiants de la rue d'Ulm. Et donc, cette réflexion, telle que tu l'as présentée, est vraiment fondamentale pour moi. Et c'est aussi cette réflexion sur la démocratie qu'il faut ancrer au cœur de notre réflexion sur le réveil européen. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut un mouvement puissant, impulsé par les gouvernements, les autorités, mais il faut aussi, plus qu'on n'a jamais su le faire, créer un mouvement des sociétés. Sinon, ça, je crois que ça ne marchera pas. Alors, pour moi aujourd'hui, effectivement, c'est pas la peine d'y revenir en détail, tout le monde est d'accord maintenant sur le constat, on a un certain nombre de priorités très claires, et notamment se réarmer, retrouver une compétitivité à la hauteur de nos principaux concurrents et trouver un moyen de financer tout ça. Bon. Donc, je vais quand même dire un mot de ces trois priorités, parce qu'elles sont fondamentales. Mais je voudrais ensuite essayer de revenir sur cette dimension entre l'action politique d'en haut et le mouvement des sociétés d'en bas. Se réarmer, aujourd'hui, on voit que, et je touche déjà à la question du lien entre la société et la politique européenne, on voit qu'il y a un énorme besoin d'explication. Et puis, il y a un énorme problème de mise en œuvre, même si on se met en mouvement. Alors, la mise en œuvre, elle a commencé, il y a quelques années, avec, pour la première fois, l'utilisation du budget européen pour bâtir la défense européenne. Donc, il ne faut pas le négliger. Hier, au forum sur la sécurité et la défense qui était réuni à l'école militaire, le secrétaire général adjoint du SEAE, qui est français, du service européen d'action extérieure, Charles Friss, me disait que l'un des règlements déjà adoptés, qui s'appelle EDIRPA, qui finance des achats communs, mais à un niveau encore très expérimental, a abouti à mettre 300 millions d'euros du budget européen pour financer 11 milliards, pas pour financer, pour permettre 11 milliards d'achats communs de missiles et de munitions. Donc là, on est déjà dans une mise en œuvre concrète, et on sait, parce que c'est ce que la Commission vient d'annoncer aujourd'hui, que dans son livre blanc qui sera soumis au Conseil européen de fin mars, il y aura la proposition d'achat commun généralisé. Mais même si on avance sur le financement, on avance sur les procédures, je ne sais pas dans quelle mesure tout ça va être accepté rapidement, et puis on voit bien qu'il y a des obstacles très importants de mise en œuvre, au niveau notamment de l'industrie. Et donc, il faut aussi créer un mouvement économique, et il faudra que les entreprises qui vont bénéficier, qui bénéficient d'ailleurs déjà, ne serait-ce que dans leur cours boursier, les entreprises du secteur de cette perspective, arrivent à s'organiser entre elles. Et ça, on sait que c'est compliqué. Pour ce qui est du financement, il faudra aller encore plus loin, et à un moment ou à un autre, avec ce nouveau gouvernement allemand, essayer d'organiser des emprunts européens pour financer l'effort de défense. Mais en tout cas, le mouvement est vraiment lancé, et donc la mise en œuvre est possible. On peut espérer qu'on va passer à l'échelle, qu'on va passer à une véritable politique européenne de défense en ce qui concerne la construction d'une base industrielle et technologique.
Après, il y a énormément de questions qui se posent dans la dimension strictement militaire, qui sont liées à ce qui se passe en Ukraine. Il y a une question fondamentale qui est l'utilisation de l'OTAN et de ses mécanismes par cette défense européenne qui va se construire. Bien sûr, il faut pouvoir utiliser les mécanismes de l'OTAN. La question de la dissuasion qui est évidemment majeure et hypersensible. Mais en tout cas, le débat a fait énormément de progrès et il a fait, soyons clairs, il a fait énormément de progrès grâce à M. Trump et à M. Vance. C'est le discours de J.D. Vance à Munich qui a scandalisé les Allemands, en tout cas les Allemands des partis traditionnels, et qui a amené cette déclaration étonnante de Friedrich Merz le soir de l'élection fédérale. Le narratif sur tout cela, c'est extrêmement important. Parce que moi, je suis frappé de la... Il se trouve que je suis invité de temps en temps par des chaînes de télévision d'information, et il revient toujours le reproche de préparer la guerre, d'être belliqueux. C'est quand même un tout petit peu paradoxal, parce que c'est pas les Européens qui... Enfin, on passe en quelque sorte d'une accusation d'être impuissant à une accusation de vouloir mettre le feu à la planète. Non. Bien sûr, l'agresseur en Ukraine, c'est la Russie. Et si on veut se réarmer, c'est pour justement empêcher de futures agressions. C'est pour prévenir la guerre, ou les guerres de demain. Donc ça, je crois que c'est très très important de le dire. Et je reviendrai sur la place de l'Europe dans le monde, parce que je pense que c'est un élément fondamental dans ce lien entre nos citoyens et les politiques menées en Europe. Mais je voudrais dire maintenant un mot sur l'autre priorité, qui est le développement, la compétitivité, la mise en œuvre des rapports, pas seulement d'ailleurs Draghi-Letta, mais aussi Tirol, Heitor, sur la recherche. Je crois que tu as dit quelque chose de fondamental sur le ruissellement. Je pense que l'effort de défense, il faut le présenter comme un moyen d'améliorer la compétitivité de l'Europe en développant sa capacité technologique. Je crois que ça, c'est extrêmement important. De faire ce point et de le faire aussi fortement que celui qui consiste à dire qu'il va falloir trouver des moyens de financer tout ça dans nos budgets, etc. Ceci étant dit, là aussi, il y a une question de mise en œuvre. Et ce sont des questions compliquées. Vous savez, je prends un exemple. Vous savez que la Commission prépare un nouveau budget européen pluriannuel, ce qu'on appelait dans le temps les perspectives financières, maintenant le cadre financier pluriannuel, avec une idée de tout révolutionner, de mettre 3 grands pots, dont un pot géant, fonds de compétitivité. Ça pose de vrais sujets de mise en œuvre. Par exemple, les chercheurs s'inquiètent beaucoup parce que ça risque de banaliser ce qu'on appelle le Conseil européen de la recherche, qui finance la recherche fondamentale d'excellence, qui est un instrument qui marche bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il me semble très important, dans ces questions de recherche et de technologie, de se fonder sur notre potentiel humain. Nous avons un énorme atout à travers les dépenses de formation que tous nos pays européens concèdent. Beaucoup de ces scientifiques ne sont plus en Europe. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve aux États-Unis. Après qu'ils aient été formés dans les pays européens. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en récupérer au moins certains au moment où aux États-Unis il y a un peu un matraquage d'institutions scientifiques? Je pense que c'est important. Mais en tout cas, je pense que le facteur humain, la valorisation de notre capacité de recherche par nos chercheurs est très important. Parce que c'est ça qui fera la différence. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments fondamentaux dans le financement des phases très compétitives. Enfin, tout ça n'est pas nouveau d'ailleurs, hein, mais on a fait des progrès, mais on sait qu'on en a beaucoup
à faire encore. On sait que la mobilisation du financement privé doit être absolument prioritaire, etc., etc. Je pense que plusieurs d'entre vous ici sont sûrement des grands spécialistes de l'Union des marchés de capitaux. J'ai vu qu'il y avait des efforts pour lancer par petits groupes de pays, dans un plus petit groupe de pays. Voilà. Il faut avancer. Il faut trouver surtout des façons de mise en œuvre, des méthodes de mise en œuvre efficaces. Et je pense que sur un plan transversal, mais notamment dans ces domaines, alors qu'on est proche du marché intérieur, donc c'est difficile de le faire, je pense qu'avancer par un groupe, par avant-garde, avec une perspective de réunir tout le monde, c'est très traditionnel dans la construction européenne, mais je pense qu'il va falloir le faire de plus en plus souvent. Voilà, donc j'ai déjà abordé la question du financement, et maintenant je voudrais revenir sur la question du narratif. Et je vais être très prétentieux parce que je vais utiliser une expression qui est finalement quelle est la destinée, le concept de destinée manifeste. Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise l'Europe dans le monde, au stade actuel, au stade où nous voyons des empires se former ou se reformer. Qu'est-ce qui caractérise l'Europe et qu'est-ce qui fait que cette Europe peut devenir, par son rôle dans le monde, un modèle auquel les populations des pays de l'Union européenne adhèrent. Autrement que, déjà, bon, si c'est par la crainte du futur et l'Europe qui protège, c'est un premier narratif. Si on arrive à en convaincre les gens, c'est bien, parce que l'Europe puissance, l'Europe souveraine, enfin peut se construire. La France l'a demandé depuis longtemps. Montrer, et pas seulement aux Français, mais aux Allemands, aux Italiens, aux autres, que l'Europe maintenant va vraiment assumer ce rôle de protection face à des dangers qui augmentent et dont on craint. C'est déjà important, mais je crois que ça ne suffit pas. C'est pourquoi j'utilise cette expression de destinée manifeste par rapport à celle qui existe, notamment dans ces grands ensembles dans le monde qui, même quand ce sont des autocraties, ont un message pour leur population, même quand elles ne demandent pas à leur population d'y adhérer, ont un message. Prenons l'exemple de la Chine. Le Parti communiste chinois a présenté une ambition très claire, c'est devenir la première puissance technologique du monde, et le faire dans un esprit qu'on peut qualifier je ne sais pas si on peut utiliser le mot de revanche, mais c'est l'histoire de la Chine depuis le 19e siècle. C'est oui, disons-le, les humiliations subies, ce grand empire, cette grande civilisation rabaissée, notamment par l'Occident, et qui, pour le centième anniversaire de la conquête du pouvoir en Chine par le Parti communiste chinois, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, deviendra cette première puissance technologique. C'est un projet qui est relativement simple à comprendre. Les projets du régime russe sont relativement clairs aussi, même si ils se heurtent quand même à un certain nombre d'obstacles sur lesquels je ne reviens pas, et passent par des méthodes d'agression qui ne sont pas acceptables, évidemment. Aux États-Unis, on voit aussi assez bien ce que... Enfin, c'est le MAGA n'a pas beaucoup de sens parce que l'Amérique a toujours été grande d'une certaine manière, mais en même temps, on sent que par rapport à une partie de la population américaine, celle qui a porté Donald Trump 2 fois au pouvoir, ça a un sens. Ça a un sens de reconstituer
des États-Unis, surtout au plan interne, où ces populations ne se sentent pas marginalisées, abandonnées. Donc, qu'est-ce qui peut réunir les Européens par rapport au rôle de... Est-ce que c'est un modèle civilisationnel? Le président de la République, en accueillant le sommet sur l'intelligence artificielle, a dit, et ce n'est pas la première fois qu'il le disait, par rapport au numérique, l'intelligence artificielle, nous ne voulons être ni le modèle chinois, ni le modèle américain, nous voulons le modèle européen. Mais, a-t-il dit, le modèle européen, ce n'est pas seulement la régulation. Nous ne voulons pas être le pays qui régule sans contrôler les technologies. Nous voulons être aussi le pays qui innove. Donc, on a déjà là un élément qu'on doit pouvoir faire valoir auprès de nos populations. Mais je crois qu'il y a d'autres éléments qui caractérisent l'Union européenne et l'Europe par rapport à sa tradition qui vient d'une intégration consentie par les pays, les peuples, avec parfois des reculs, des référendums négatifs, mais quand même, bon. Avec toutefois un déficit démocratique, une construction tellement complexe qu'on la comprend mal. Mais globalement, l'Union européenne est fondée sur un modèle de coopération et défend dans le monde un modèle de coopération. Et aujourd'hui, si l'on prend les États-Unis, la Chine, la Russie, et si on regarde le reste du monde, on trouve, plus exactement, si on met de côté les États-Unis et la Chine, et puis si on met aussi par ailleurs la Russie de côté vu son attitude, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité qui a violé les règles de base de la sécurité, eh bien on trouve des tas de gens dans le monde qui n'aiment pas trop la manière dont ça se passe. Je cite encore notre président de la République, j'étais ambassadeur aux États-Unis. Un jour, il était en visite, la France était l'invité du sommet de l'ASEAN, et c'était à Bangkok, et on reçoit des dépêches disant que le président de la République a comparé les relations sino-américaines à un combat de 2 éléphants dans la jungle. Et c'était sous Biden, hein, c'était pas sous Trump. Et il ajoutait, et les autres animaux dans la jungle n'aiment pas ça. Je m'en souviens parce que les Américains, eux non plus, n'ont pas aimé la comparaison. Non pas qu'on... Ce n'est pas du tout lié au parti qui est représenté par l'éléphant, c'est simplement qu'ils n'aimaient pas qu'on les mette sur le même plan que la Chine. Il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui ne sont pas à l'aise avec la déstructuration du système international. On trouve beaucoup de pays qui essayent, avec un certain succès, d'y trouver leur compte en étant agiles par ce qu'on appelle le multi-alignement, en changeant d'alliance au gré de leurs intérêts. Ça pose pas de problème aux pays qui ont certains moyens. C'est beaucoup plus difficile pour les pays les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui sont menacés de disparition dans l'élévation du niveau de la mer, les pays africains les moins développés. Mais pour les pays qui ont du potentiel, pour les pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, a fortiori évidemment l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, des pays émergents qui peuvent tirer leur épingle du jeu, le Brésil, l'Argentine, ces pays qui sont dans le G20 ou qui sont proches du G20. Mais même ces pays-là sont des alliés potentiels de l'Europe dans un projet de reconstitution d'un système de coopération internationale. Et bien sûr, dans ce système de coopération internationale, il y a la défense des biens publics. Il y a la défense de l'idée que une coopération n'est pas forcément un jeu à somme. La relation entre deux puissances n'est pas forcément un jeu à somme nulle, mais peut être un jeu à somme positive. C'est l'histoire de l'accord de Paris, de la COP15 sur le climat. C'est l'histoire de notre coopération en matière de santé internationale. Et je crois que c'est une vocation de l'Europe, parce que nous avons besoin en même temps de refonder ce système international qui a été détruit largement, tel qu'il existait en 1945, tel qu'il a été construit à partir de 1945, et qui n'est plus légitime.
Donc, ce genre de projet, nous pouvons le porter avec beaucoup de pays dans le monde. Et je crois que ça fait aussi partie de l'incarnation qu'on peut donner à l'Europe et de ce concept de destinée. Mais tout ça, c'est-à-dire être un modèle, enfin, avoir notre propre modèle de développement technologique conforme à notre civilisation, à notre culture, d'une part. D'autre part, être un élément qui reconstruit un monde de coopération et qui reconstruit une gouvernance internationale en multipliant les alliances, en travaillant avec beaucoup d'autres parties du monde. Ça suppose évidemment deux choses. Ça suppose premièrement une position de force et donc une puissance, mais une puissance responsable, durable, parce que sinon dans ce monde-là on n'y arrivera pas. On sera toujours le même président de la République utilise l'image des carnivores et des herbivores. Donc notre puissance, elle est là, elle doit être là aussi pour défendre ce rôle. Et ça va ensemble. Parce qu'on n'est pas, comme on dit souvent, dans un monde de bisounours. On se fait attaquer. Là aujourd'hui, le président Trump a menacé les alcools et les vins. Il a dit de France et de l'Union européenne en général. C'était la France. De 200%. Oui. Bon, ce sont des rapports de force. Ça ne veut pas dire qu'il faut chaque fois aller dans le sens des tarés douaniers. Parfois, être fort, ça veut dire ne pas prendre l'addition tout de suite, mais il faut une position de force qui suppose un minimum de cohésion, d'unité entre les pays de l'Union européenne. Et il faudra voir si on en est capable, aussi, comme je le disais avant, on fera certains noyaux pour être, et d'abord en reconstituant avec le nouveau gouvernement allemand un noyau franco-allemand très fort, que j'aurais tendance à étendre à la Pologne, au format qu'on appelle Weimar, un noyau très solide, de cohésion. Il faut trouver aussi un nouveau lien avec le Royaume-Uni dans la mesure du possible. Et ça peut se faire à travers l'Ukraine, la défense européenne. Donc une position de force qui suppose un certain nombre de choses. Mais il faut aussi savoir parler aux autres. Et là, je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner, mais qui m'a aussi étonné quand des amis brésiliens ou autres me l'ont dit. L'Union européenne est parfois vue comme un donneur de leçons. Et parfois on nous dit, mais vous êtes comme les Américains, vous voulez nous imposer vos normes. Donc il faut aussi savoir écouter les autres. C'est le b.a.-ba de la diplomatie, vous me direz, mais l'Union européenne a tendance parfois aussi, et c'est normal, à privilégier ses règles internes, et puis une fois qu'elle les a, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les autres, ayant des règles moins contraignantes, de profiter du différentiel. Voilà, donc ça c'est la place de l'Europe et le rôle de l'Europe et la destinée de l'Europe dans le monde qui est très, très, très différent d'aujourd'hui de ce qu'il a été depuis le début de la construction européenne. Est-ce qu'on peut présenter ça aux citoyens? Comment le présenter? Moi je pense que c'est possible. Et je pense surtout qu'il faut y associer tous les citoyens européens. Vous savez qu'on a déjà une notion de citoyenneté européenne depuis le traité de Maastricht. Il faut la remplir de programmes et d'actions concrètes qui sont liées à tout ça. J'ai eu la chance de commencer, je m'arrêterai sur cette évocation, ma carrière européenne au cabinet de Bernard Bosson. Il était ministre délégué des Affaires européennes dans le premier gouvernement de cohabitation. C'était donc moi j'ai été entre 86 et 88. Et c'était l'époque où on a lancé le programme Erasmus. Et je me souviens qu'on a failli pas le lancer. Parce que Paris n'en voulait pas, Londres n'en voulait pas, Berlin n'en voulait pas.
Ils sont des gens comme le ministre avec qui j'ai travaillé, Bernard Besson, ou René Monory, ministre de l'Éducation de l'époque, qui appartenait au même parti pro-européen que Bernard Besson, qui ont fait changer la position française. Aujourd'hui, pourquoi je parle d'Erasmus? Parce que ça a été un grand succès qui a finalement donné du contenu à cette notion de citoyen d'Europe, mais à des citoyens très privilégiés. On l'a vu comment ça s'est développé. Il faut trouver, je crois, des moyens d'associer les différentes parties de la société. Et je reviens à l'accord de Paris sur le climat, parce que dans cette négociation, on a réussi à associer les collectivités locales, le monde des affaires, les associations et le monde des ONG. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans nos grandes décisions européennes, s'inspirer du modèle qu'on a nous-mêmes créé, que la diplomatie française a créé, dans ces grandes négociations internationales? En tout cas, voilà, je termine sur un rêve. Je crois que les rêves sont parfois un peu dangereux et qu'il faut garder les pieds sur terre. Mais en tout cas, c'est ce genre de... Tu m'y avais invité, hein, je m'avais invité à... La règle, c'était que je parle pas des grands dossiers européens, comme j'ai parfois l'habitude d'en parler, mais que j'essaye aussi de voir comment ça peut se concrétiser, et y compris par un lien avec la société, ce qu'on appelle en français le bottom-up, par rapport au top-down. Donc moi je vais m'arrêter là, et je voudrais vous dire que ce qui m'intéresse le plus, évidemment, comme toujours, c'est l'échange avec vous, soit sur les dossiers européens de l'Europe que je ne connais plus, puisque je ne suis plus dans les affaires, mais aussi, voilà, ce concept qu'est l'Europe pour convaincre nos concitoyens que c'est leur projet, que c'est notre Europe. Merci, merci Philippe. Effectivement, voilà, il y a des pistes sur lesquelles nous devons travailler, mais dans les bonnes nouvelles, hein, tout le monde l'a vu parce que tout le monde lit le Financial Times, hein, mais il y a 2 jours, le Financial Times se proposait non pas de décerner le prix Nobel à Trump, mais de lui décerner la médaille Charlemagne, le prix Charlemagne, parce qu'il existe un prix Charlemagne qui est donné aux gens qui ont vraiment contribué au succès de l'Europe. Donc le Financial Times propose Trump pour le prix Charlemagne. Pour Make Europe Great Again. Donc voilà, les Anglais sont avec nous, et maintenant il n'y a plus qu'à transformer l'essai. D'ailleurs, j'ai rencontré hier un collègue que tu connais sans doute d'ailleurs, qui portait la casquette méga, Make Europe Great Again. Il m'a dit qu'il a lancé à la conférence sur la sécurité de Munich, que Politico l'a vu, et je vois que maintenant c'est le titre de l'article du Financial Times. C'était pas évident parce que le slogan méga, Make Europe Great Again, qui est beaucoup plus juste que MAGA, parce que, comme je le disais, l'Amérique, elle a été grande. Qu'est-ce que ça veut dire la rendre grande de nouveau? Historiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a un sens politique intérieur, je le disais. Par contre, méga, Make Europe Great Again, ça a un vrai sens. Parce que nous aussi, comme d'autres continents, on a eu des périodes de grandeur. Je ne sais pas s'il faut être fier de toutes les dimensions de cette grandeur à l'époque, mais ça aurait du sens. Le problème, c'est que le premier qui a pris cette formule, Make Europe Great Again, vous savez qui c'est? C'est Viktor Orban. Et alors, il est parti au congrès des partis populistes de droite à Madrid avec ça, et donc ça a un peu stérilisé la chose. Et l'ami en question a dit, non, il faut le prendre. Et ça peut être un bon slogan. Oui. Qui fait partie du comité scientifique aussi. C'est André qui avait sa casquette. Et donc voilà. Et qui m'a dit, le seul problème, c'est que ces casquettes, c'est tout le drame de l'Europe. Je vais les faire fabriquer en Chine. Non, ça, vous ne lui direz pas que je l'ai dit. Non, parce que il m'a donné des chiffres et les délais. Bon, voilà. Mais bon, pourquoi pas méga, Make European Great Again,
Moi, je trouve que ça tient. Mais alors, On est d'accord pour proposer à Donald le prix Charlemagne. Simplement si on a le droit d'assister à la remise du prix. j'espère que ce ne soit pas un canard boiteux. Ah, moi, j'étais à Aix-la-Chapelle à assister à la remise du prix Charlemagne à Emmanuel Macron. Ça l'a tenu. Alors, dans les grains de sable, il y a plein de grains de sable parce qu'on parle de toutes ces grandes idées là, mais je discutais avec une banque privée et je leur disais, bon, mais comment on rééquilibre les portefeuilles aujourd'hui compte tenu de tout ça? Parce qu'il y a 15 jours, on disait, bah, les portefeuilles vont être gravés par les titres américains, on mettra un petit européen, etc. etc. Et je leur ai dit, oui, mais attendez, là, on vient d'avoir un krach boursier sur les obligations. On a la bourse américaine qui est en train de se casser la gueule, la bourse européenne qui est en train de remonter. Et dans cette remontée, il y a en particulier tous les titres de l'armement. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, attendez, les titres de l'armement, mais la régulation européenne, etc. Non. Thales, tout ça, c'est blacklisté. Blacklisté. Alors c'est faux. Ça change un peu quand même. Non, je disais c'est fou. Oui, mais c'est fou. Malheureusement, ce n'est pas faux, mais ça va évoluer quand même. Alors, ça va évoluer. Déjà, la Banque européenne d'investissement, je veux dire, ça défie tout sens. Hein. Mais c'est pas la banque elle-même, c'est les gouverneurs, les ministères des Finances. Maintenant, c'est en train de changer quand même. Mais il faut que ça change beaucoup plus vite. Donc voilà un tout petit exemple. On m'avait dit par exemple, la BEI, quelqu'un qui connaît bien la BEI et la BCE d'ailleurs, m'avait dit il faudrait que la BEI, sans nuire à son triple A, pourrait très bien créer une filiale qui serait spécialisée dans le financement de l'industrie de défense. Et certains maintenant évoquent une banque du réarmement en Europe. Enfin, il y a des solutions si on les veut, il y a sûrement des solutions. Oui, mais il va falloir faire bouger les lignes parce que vous avez les compliance officers, vous avez toute une strate de fonctionnaires internes de nos institutions, dont je faisais partie à l'époque, hein, qui vont bloquer. Donc il faut être assez brutal. Ils vont bloquer parce qu'ils appliquent les règles qu'on leur demande d'appliquer. Ou ils exagèrent quelquefois par rapport à l'application de ces règles-là. Donc il va falloir faire bouger toutes ces règles. C'est juste un exemple. Mais il faut faire bouger ces règles sans tout démanteler, parce que quand j'ai parlé de la destinée de l'Europe, je pense que j'en ai pas dit un mot, mais la transition, la défense du climat, c'est important. Ça doit rester, je pense, dans l'ADN de l'Europe, en interne et en externe. Simplement, il faut beaucoup mieux l'expliquer et l'équilibrer les charges ou les opportunités entre nos concitoyens. Encore un autre commentaire sur la méthodologie. Hein. Tu as parlé pas mal de la méthodologie vis-à-vis de l'international, mais la méthodologie vis-à-vis de l'Europe elle-même, où on a une approche très Commission européenne centrique, qui a l'initiative, etc., etc. Et on a toute la base qui se plaint de l'over-regulation, toutes ces choses. Et dans les réflexions qu'on a pu mener avec les comités scientifiques, on s'est dit, mais peut-être qu'il faut renverser le processus. Au lieu d'avoir quelque chose purement top-down, de donner du pouvoir à des agences. Hein. Et Joachim Bitterich devait être là, puis évidemment il n'est pas là. Hein. Mais lui, il avait prôné que la question militaire, c'est souvent les militaires qui connaissent le sujet. Hein. Et donc, mais qu'ils ont des gaps culturels entre eux, les militaires allemands, les militaires français, etc. Donc là, il a dit, il faut qu'on redonne du pouvoir à une académie militaire pan-européenne, mais surtout donner le pouvoir à une agence militaire, dans laquelle les chefs d'état-major, les militaires eux-mêmes, exprimeraient progressivement leur intérêt général commun. Et il y a quand même déjà un comité militaire de l'Union européenne, et il y a déjà une agence de défense européenne sur toutes les questions d'armement. Je crois que les structures, parfois on ne sait pas qu'elles existent, mais elles existent. Simplement, il faut les développer. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de vision stratégique entre nos armées, ça c'est vrai. Donc, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur ces structures de terrain qui existent, mais qui n'expriment pas un réel pouvoir, et faire en sorte qu'on inverse le pouvoir, que ça ne vienne pas tout de la Commission ou du Conseil, mais que ces structures montent en
puissance et soit capable de proposer des solutions. Et la Commission ne serait que dans un rôle, non pas d'initiative, mais de coordination de la dynamique de la base. Donc cette inversion, on prend l'exemple de la défense, vous pouvez généraliser dans la recherche, etc., de voir comment on pourrait donner plus de pouvoir à des agences qui ne seraient pas forcément à 27, elles seront en fonction des gens qui ont la compétence dans le sujet, etc. Donc il y a aussi une méthode de renversement qui pourrait effectivement, ça va être difficile effectivement de convaincre tous les fonctionnaires de Bruxelles d'être pas exactement dans le leading site, mais peut-être qu'il y a ce renversement. On n'y est pas du tout, puisque la Commission dit que c'est elle qui va faire les appels d'offres communs pour acheter des armements, comme elle a fait pour les vaccins. Mais les armements, c'est pas pareil que les vaccins. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance. Mais en même temps, la Commission, c'est ce que disait Jean Monnet, hein. Le rôle des institutions, c'est ça qui a fait l'Europe aussi. Donc il ne faut pas lâcher ce qui a marché. Il faut détruire. Il ne faut pas détruire, mais il faut s'adapter à la nouvelle norme. On est dans une quatrième révolution industrielle, dirigée par une ère numérique, par tout un ensemble d'éléments qui vont changer les comportements et les relations entre l'individu, les institutions elles-mêmes, et on ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait à l'origine. Donc, dans son fonctionnement, mais aussi dans la réinvention, on parlait de la démocratie du XXIe siècle ne fonctionnera probablement pas pareil que la démocratie du XIXe. Et donc il faut faire un travail créatif de réinvention de ces mécanismes et pas l'attendre dans 20 ans. Il faut qu'on arrive à trouver des shortcuts. Non, la démocratie, c'est maintenant qu'il faut adapter les modes. Quand on voit les sondages, je citais les étudiants au dernier sondage du CEVIFOP, je n'ai même pas envie de vous donner les résultats sur la France. Ce que pensent les Français de leur démocratie. C'est maintenant que ça se change. Enfin, ça change, ça s'adapte. C'est urgent. Et le faire au niveau européen avec plus de délibération, je ne sais pas si c'est... Il faut vraiment regarder ça de très près. Ça passe par des sujets très simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos enfants sont rivés sur leur iPhone, sur leur truc. Quand on va demander des priorités, leur priorité, ce sera leur jogging, leur iPhone, etc. Et pas forcément le collectif. Moi, je suis dans un petit village où on a des ducasses. Et ducasses, c'est des réunions du village, une fois par an, on fait la fête ensemble, etc. etc. Bon. Mais aujourd'hui, les jeunes du village ne viennent plus à ducasse. Donc, ce rendez-vous collectif qui faisait la culture commune du village, l'agglomération, etc., ça n'existe plus. Donc le problème, c'est comment on va réinventer que, compte tenu de l'existence du téléphone, de l'ordinateur et de tous ces machins-là, on va être capable de faire des ducasses 2.0, 4.0 même. Et bien là, il faut se creuser. Il va falloir que les maires, enfin que les associations, réinventent des processus pour que les gens se parlent et se retrouvent. Donc ça va passer un peu par ce genre de sujet. Bon, voilà quelques intentions, mais c'est intéressant, c'est qu'on ait des commentaires, des questions, comment vous voyez cette ambition, et pas une ambition intellectuelle pour dans 20 ans, mais une ambition pour demain matin. Vous donnez votre nom, comme ça c'est bien. Jean Alessian, je suis membre du mouvement européen et j'ai présidé il y a quelques années un groupe de travail de l'Institut Montaigne sur le service civique européen. Juste une petite réflexion pour commencer sur méga. Je ne savais pas que Viktor Orban avait inventé le terme. Il y a 3 jours, dans ma petite tête, je me suis dit méga, c'est quand même pas mal. Je voudrais juste faire remarquer en insistant lourdement, que méga, c'est quand même plus fort que maga. Maga, ça ne veut rien dire. Hein, et méga, c'est méga. Hein, voilà. Alors, allons-y. Forcer là-dessus, ça fait partie de la com. Et... Je ne sais pas si c'est Orban qui l'a inventé, hein, mais c'est lui qui politiquement l'a sorti, et peu importe en effet. Voilà. Peu importe. Quant au coup de la Chine, si on peut remettre ça en forme, l'Europe, ce serait bien. Mais enfin, c'est pas très grave. Voilà. Je voudrais revenir sur les actions que vous évoquez, et en particulier sur le sentiment d'appartenance et
un service civique européen à rapprocher d'Erasmus. Vous l'avez très bien dit, monsieur l'ambassadeur, Erasmus, ça a toujours été élitiste. Donc ça a fait sa force, et c'est aussi, je ne dirais pas sa faiblesse, mais ça fait que c'est presque un obstacle pour généraliser un système de ce genre-là. Et lorsqu'on avait travaillé sur le service civique européen, il y a une chose c'est un projet qui est allé très loin. Il est allé au Parlement européen, il a été soutenu par les Anglais, voté par le Parlement européen, et qui a demandé malheureusement à la Commission de le tester. Et c'est à la Commission que l'équipe qui était en place a enterré ce projet alors qu'il était extrêmement prometteur. Quelle était la force de ce projet? Je ne vais pas m'étendre dessus, mais la force essentielle, c'était qu'il proposait à tout jeune Européen de faire un service ou une partie de son service en dehors de son pays d'origine. C'est-à-dire qu'on jouait le brassage social, le brassage entre les pays, et qu'on développait le sentiment d'appartenance à une Union européenne, contrairement à un service national qui, lui, reste national. J'ajouterais un petit peu méchamment que le service national, pour ce qu'on en a fait, on aurait mieux fait de ne pas le faire. Parce que... On a le SNU, le service national universel. Non, mais je le connais parfaitement. J'ai fait partie d'une commission qui suivait, d'ailleurs la commission l'a dissoute parce que c'est de la com, c'est bidon. On en reparle quand vous voulez. J'ai vu les jeunes du service... c'est sûrement pas aussi développé que ça devrait être, mais je les ai vus sur les commémorations du 80e anniversaire. Non, mais monsieur... Mais je ne dis pas que c'est... Non, vous connaissez. Hein, par contre, le service civique européen, enfin l'idée, réservé même aux jeunes de familles défavorisées, ça serait, ce que vous allez expliquer, ce serait formidable. C'est pas défavorisé, c'est pas favorisé, c'est à tous. Non mais moi, qu'il est proposé à tous. Non mais moi j'ai ajouté, pour que ça ne tourne pas comme Erasmus, on pourrait peut-être même limiter l'utilisation des fonds européens aux familles qui ont vraiment besoin d'être aidées. C'est moi qui ai ajouté ça à votre idée. Je vais en ajouter une couche si vous voulez. Dans notre rapport, on disait que même les handicapés avaient le droit de faire un service civique. Et ça date de 20 ans, ça ne date pas des derniers Jeux Olympiques. Question ? Oui, je voudrais rajouter quelques grains de sable en espérant relancer notre orateur pour un bon quart d'heure. Le premier grain de sable, est-ce qu'à votre avis, la démographie en Europe est un obstacle? Le deuxième grain de sable, aux États-Unis, qui ont donc un PNB bien supérieur au nôtre, ils ont un déficit colossal et ils empruntent à 3,7% sur 10 ans. Et ça ne les traumatise pas du tout. Est-ce qu'on a vraiment raison de vouloir faire moins que ça? Et j'avais un troisième, mais je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Si. Vous avez parlé plusieurs fois de Paris, enfin de l'accord de Paris, et du développement durable, enfin de l'orientation de l'économie dans ce sens-là. C'est quand même vécu par beaucoup de la population, par en faire moins. Produire moins, gaspiller moins, mais ça veut dire en faire moins, et en faire moins, ça ne va sûrement pas amener une richesse considérable. Est-ce que c'est un obstacle et est-ce qu'on veut contourner ça? Je réponds question par question ou bien qu'est-ce que tu préfères? On va prendre une question. Je vois quelqu'un d'autre nous poser une question. Ah, Bonsoir, Thierry Bénin. Donc, ma question, si vous voulez, on parle beaucoup d'ambition, de ce qu'on va faire, et je voudrais prendre peut-être une concentration, un problème qui serait une concentration des difficultés. Bon, vous l'avez évoqué un petit peu indirectement, mais prenons la question du Mercosur. On voit d'un côté ces aspects flagrants, vous l'avez bien dit, dans une Europe capable de coopérer avec le reste du monde, et puis en même temps, vous avez dit, oui, mais le Mercosur, il ne faut pas chercher à l'imposer le règle. Or, on sait que s'il y a un brin de compromis possible en Europe, c'est effectivement en convainquant les gens
on n'aura pas des importations de biens qui soient très différents. Et ceci, donc on a là un vrai problème qui a beaucoup de dimensions. Donc, il y a beaucoup de dimensions de problème, me permet de poser ce problème-là. C'est un problème interne, c'est un problème de relation. Et quant aux difficultés, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est un problème général qui évidemment s'est manifesté aux États-Unis, mais qui concerne aussi l'Europe. J'appellerais un problème de polarisation, mais on pourrait pratiquement dire aussi de radicalisation du débat politique, que toute l'action en termes d'opinion, l'élément un peu fondamental, c'est d'arriver à déjà se parler généralement pour faire passer tout ça. Merci. J'ai oublié de vous dire qu'on a 70 personnes ou 80 personnes en ligne, hein, dont une trentaine d'étudiants du lycée de Lille. Bonjour à Lille. Voilà, bonjour à Lille, hein, qui se préparent d'ailleurs à partir sur les chemins des Carolles. Les Carolles, c'est des étudiants américains. Et qui était à Saint-Omer. Et moi, j'avais, comme ambassadeur, on avait fait la signature de l'accord entre les Hauts-de-France et le Maryland. Voilà. Grâce à toute cette histoire de Saint-Omer. Donc, je suis très content que le lycée de Lille parte. Le lycée de Lille va partir là bientôt sur les pas des Carolles à la conquête de l'Amérique. Hein. C'est pas Vauban, j'ai oublié le nom du lycée. Il faudra leur demander. Mais ce que je veux dire, c'est donc qu'ils sont en ligne et que ceux qui sont en ligne peuvent poser des questions par écrit, hein, si vous savez comment ça marche, mais il y a un système sur Zoom hein, où on peut poser des questions, on peut les écrire, et nous on va être capable de les lire. Hein. Donc bienvenue à ceux qui sont en ligne et merci de vous être connectés. Hein. Donc Philippe, ouais. Mais je cherche le nom du lycée. Oh. Non, il y a des c'est Luc Perrault. C'est Libo. Alors, je vais réagir aux interventions excellentes que j'ai entendues. La première, moi, service civique européen, je suis complètement d'accord. C'est le genre d'initiative qu'il nous faut. La question de la décroissance liée à la transition écologique, je pense qu'elle rejoint l'orateur suivant qui a parlé des problèmes de polarisation dans nos sociétés. C'est vrai que la transition écologique crée beaucoup d'opposition telle qu'elle a été décidée, parce qu'elle génère parfois des perceptions d'injustice. Et puis aussi un besoin de trouver un consensus sur le type de croissance qu'on veut, qui soit compatible avec le maintien de notre modèle social, ou alors, en tout cas, le maintien des principaux acquis de ce modèle, qu'il faut faire évoluer de toute façon, en fonction de l'époque, en fonction de la démographie, par exemple, et qui soit aussi compatible avec nos objectifs en matière de transition écologique et énergétique. Donc, moi, je suis d'accord avec ces deux questions sur le fait que il faut bâtir du consensus. Vous savez, j'étais aux États-Unis, mais je connais un peu l'Allemagne, je connais un peu le Royaume-Uni, bien sûr en France aussi. C'est vrai qu'on a des phénomènes de radicalisation en Europe, comme aux États-Unis. Il faut en être conscient. On a vu les élections allemandes, par exemple. Bon, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai pas parlé du Mercosur. Hein. C'est vous qui avez deviné le Mercosur dans mes propos. J'ai cité le nom de collègues brésiliens, c'est vrai, mais vous avez raison en fait. Vous avez raison de faire le lien. C'est vous qui le faites, mais parce que nos difficultés, en partie avec le projet d'accord avec le Mercosur, c'est effectivement cette question de standard, de clause miroir. Et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut interpréter vos propos, mais il ne faut pas imposer des choses comme ça pour fracturer encore plus notre opinion sur l'Europe, bien sûr. Et en même temps, il faut trouver une façon, comme je le disais dans mon introduction, de bâtir de nouvelles relations avec notamment l'Amérique latine, parce que nous sommes alliés, objectivement, modulo les évolutions des régimes dans les différents pays. On a beaucoup d'intérêts communs avec l'Amérique latine.
Donc je ne sais pas par quoi ça passera, mais il faut... Et quand je disais qu'il faut être moins, peut-être... il faut être conscient qu'on est parfois perçu comme donneur de leçons, c'est pas pour accepter forcément que nos propres normes soient contournées par des importations. Mais il faut bâtir un système de coopération internationale où, par exemple, la politique commerciale est davantage couplée avec des politiques de coopération sur les normes environnementales et sociales. Je pense qu'on peut bâtir ce modèle. Là, l'accord avec le Mercosur, il a maintenant été préparé. Je ne sais pas comment on va faire pour régler cette question, mais je ne voulais pas du tout dire qu'il fallait, comme ça, négliger les craintes ou les oppositions à cet accord. Mais je pense qu'il faut trouver une méthode qui réconcilie parce qu'on a besoin de retrouver du consensus, trouver du consensus avec les autres régions du monde, comme je disais, qui ont les mêmes objectifs que nous. Voilà. Alors sur le déficit américain est colossal, en effet, ils ont l'air de considérer que ce n'est pas un problème parce qu'on imprime le dollar et tout le monde accepte le dollar. Il y a un moment où quand même ça va poser des problèmes peut-être. D'ailleurs, quand on voit les discussions au Congrès américain actuellement, comment dire, d'ailleurs, l'argument de Elon Musk, c'est qu'il va faire plein d'économies avec le Doge. Vous voyez, des dizaines de milliards vont être économisés. Donc, je ne sais pas si c'est par contre tout à fait exact, mais enfin, la question du déficit se pose quand même dans le débat américain. Et il y a une autre question qui agite le débat américain, c'est que, et c'était, je crois, dans votre question aussi, c'était le rapport avec l'Europe, est-ce qu'à un moment, les autres ne vont pas abandonner le dollar ? Aux États-Unis, ils en parlent même, Trump a dit que si les BRICS osaient faire leur monnaie, il allait leur mettre des tarifs douaniers phénoménaux. C'était il y a un mois et demi. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'ils pensent à ça. Et l'euro pourrait profiter comme monnaie de réserve, enfin comme augmentation dans les réserves des autres pays de ce qui se passe. Ça peut arriver. Donc, est-ce que pour autant, nous, on doit assouplir nos règles de déficit, un peu comme les Américains? Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi ou qu'on peut faire n'importe quoi. Et on vient d'assouplir nos règles de déficit. Ça vous a pas échappé quand même que la Commission elle-même a proposé de... Et le plus extraordinaire, c'est que les Allemands eux-mêmes ont décidé de mettre en exemption de leurs propres règles budgétaires tout ce qui dépasse 1 ou 1,5% du PIB en matière de dépenses de défense. Donc on voit bien que ça évolue. Et heureusement. Alors sur la démographie, moi j'ai pas de réponse, parce que je pense que c'est effectivement un vrai sujet, au risque d'ouvrir la boîte de Pandore des discussions. Je crois qu'on ne peut pas isoler ce sujet d'un autre sujet qui est le sujet de l'immigration. Mais c'est un vrai sujet, oui bien sûr, dans l'avenir de nos pays. Est-ce qu'il faut traiter au niveau européen? Ça c'est une bonne question. C'est évidemment pas un sujet de compétence européenne, hein, les politiques de développement, enfin de pro-démographique. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire ensemble. En tout cas, c'est un vrai sujet pour notre avenir. Je ne fais que... Je ne réponds pas à vos questions, hein, je vous donne mes commentaires, mais si vous... Tout le monde peut répondre à toutes les questions. Il y a des questions en ligne, enfin qui ne sont pas vraiment des questions. Il y a quelqu'un qui aime les fonctionnaires. Moi j'aime bien les fonctionnaires et honnêtement le mouvement de la base est parfois chaotique et faiblement coordonné. C'est Covid, hein, donc j'ai pas très bien. Ça, c'est une remarque juste. Hein. On ne renforcera pas nos démocraties en détricotant l'État. Quand on voit ce qui se passe actuellement à Washington pour détruire entre guillemets, la bureaucratie fédérale, et qu'on voit que ce sont les grandes plateformes numériques, en tout cas l'une d'entre elles qui est à l'offensive, à travers son patron,
c'est quand même une conception de la démocratie qui n'est pas celle de l'Europe. Alors là, pour le coup, on retombe sur un modèle européen, où la fonction publique indépendante et l'État, le rôle de l'État sont des éléments importants de la démocratie. Moi, je crois que c'est très important. J'ai vu j'étais en Russie lors de la fin de l'Union soviétique, j'ai vu les premières années de la Russie eltsinienne. J'ai vu les âneries que les pays occidentaux colportaient en Russie avec l'écoute des Russes qui voulaient bazarder leur système soviétique. Et les Français, moi j'étais conseiller culturel et de coopération, donc je portais au nom de la France ce discours. On était les seuls à aller voir les Russes en disant vous avez besoin si vous voulez stabiliser votre nouvelle démocratie, vous avez besoin d'un État suffisamment fort. Vous devez garder ou rebâtir une administration forte avec des formations de fonctionnaires, etc. Alors ils avaient le KGB, qui est devenu le FSB et qui a donné lieu, qui a donné des chefs d'État très, très compétents, mais les autres, ils ont été faire du business souvent. Bon, il y a Denis Tersen qui pose la question, mais bon, c'est une très grande question, mais comment on va réagir aux mesures américaines sur l'UE? Là, je crois que la Commission a répondu. Laquelle? Parce qu'ils en prennent tous les jours. Enfin, les dernières montées de droits de douane. Ah bah, Enfin, la Commission a bien répondu. Sur l'acier aluminium, on a répondu en remettant les rétorsions de la fois précédente et en annonçant d'autres à hauteur de... Mais maintenant, la nouvelle, c'est les 200% annoncés par Trump. Oui, sur le vin. Oui. Je sais pas, donc la question porte peut-être sur ça. Mais bon, alors il y a une question un peu controversiale. Qu'est-ce qu'on peut faire face à Kouchner? Donc là... Quel Kouchner? De nouveau, l'américain. Non, mais voilà. Comment j'étais directeur de cabinet de Bernard Kouchner au Quai d'Orsay. Je pense qu'on n'a pas... Moi, j'aime bien Bernard Kouchner. Mais là, c'est Charles. Et là, je pense que à cette réponse, on ne peut pas vraiment répondre. Mais quel est Comment on peut refuser le félon Charles Kouchner comme ambassadeur du USA à Paris? Ah bah, moi je ne sais pas s'il faut le refuser. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand un pays vous désigne un ambassadeur, il y a une procédure d'agrément, hein, mais voilà, quand les États-Unis vous désignent un ambassadeur... Oui, mais si on est bon... C'est ce que je disais, mais est-ce si que c'est dans bon, votre intérêt? Si on est bon, il faudrait croire qu'on peut être bon. On peut le retourner. Est-ce que, non, la question c'est quel est notre intérêt? Quel est notre intérêt? La position exprimée ici, je la comprends, mais quel est notre intérêt? Voilà. Voilà. Bon. Donc, alors, il y avait des questions, oui. Sciences Po. Bonsoir, merci beaucoup. Hamilton, exactement. Donc, on est en master à Sciences Po avec mon ami Alice. Et vous entendez? Et donc, on prépare les concours de la diplomatie, donc on est très intéressé d'avoir votre regard sur la question. En fait, ma question, c'était purement sur toutes les nouvelles qu'on reçoit donc, par exemple, récemment des rapports des renseignements qui disent que la Russie pourrait annexer les pays baltes ou la Chine qui pourrait annexer Taïwan. Quel est votre regard sur ça? Quels conseils vous pourriez nous donner? Parce que nous, on révise les concours avec... C'est pour le travail, c'est pour le... Non, mais parce que nous, on révise les concours avec si vous tombez sur ce sujet, bah écoutez... Alors, on réalise le concours avec un précis de relations internationales, mais visiblement, il est dépassé. Le monde dans lequel on vit semble un peu différent de ce qu'on apprend. Ça bouge tellement vite que moi, j'aimerais pas être chargé de rédiger le précis de relations internationales. Non, mais je pense que, par rapport à votre... C'est une vraie question, parce qu'il y a un débat actuellement en France. On dit, mais ça sert à quoi de dire qu'il y a une menace russe, ils vont quand même pas envahir la France? Et je pense que si j'étais russe, si j'avais cette question, j'élaborerais, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire quand même, notamment sur les pays baltes.
Donc on en revient à cette image de notre président de carnivore, de puissance carnivore. Là, ça peut vouloir dire ça, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, hein, mais il y a des pays qui sont aujourd'hui dans le monde où on est, qui considèrent qu'ils sont plus forts, donc ils se servent. Et pour ce qui est de la Russie, le président Poutine a déclaré que le jour le plus noir de l'histoire de la Russie, ça avait été l'effondrement de l'Union soviétique. C'est lui qui aussi, quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine, a fait un article, a signé une tribune, disant qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne. Donc ça désigne quand même un certain pattern, comme on dit en français. Mais on voit bien que la manière de jouer de la Russie aujourd'hui, du régime russe, c'est à part l'Ukraine, c'est de s'infiltrer ou enfin d'agir par d'autres biais, qui sont parfois très déstabilisants. Quand on s'en prend aux opinions, quand on cherche à jouer sur les opinions publiques. On a eu, quand on essaie de manipuler l'information, les cyberattaques, les caps sous-marins. Bon, moi je ne sais pas si c'est les Russes ou d'autres, hein, mais enfin, il y a eu un certain nombre de... C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Donc on peut, et on est déjà dans ces situations parfois, on peut avoir sans envahir les pays voisins, des comportements, surtout dans les pays baltes, où, comme vous savez, dans 2 des 3 pays baltes, il y a des minorités russes très importantes, la Lettonie et l'Estonie. Et l'autre le plus grand des 3, enfin, c'est la Lituanie, il a à sa frontière l'enclave de Kaliningrad, c'est ce qu'on appelle le corridor de Suwalski. Donc, sans faire d'invasion, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, c'est vrai, c'est pas dramatisé, c'est pas inquiéter les gens, il faut simplement... Bon, c'est la situation, c'est tout. Et il faut trouver la manière de persuader nos concitoyens que nous, on a toujours dit qu'on voulait éviter la guerre. On ne veut pas être en guerre avec la Russie. Et justement, si on veut, comme on dit maintenant, l'expression, c'est se réarmer, y compris au niveau social, et pas seulement au niveau de l'équipement militaire, je le répète, c'est pour empêcher une guerre, c'est pour empêcher des agressions. Je crois qu'il faut toujours le répéter. Oui, présentez-vous. Ouais. Bonsoir à tous, je m'appelle Denis. Et je pose une question concernant le réarmement en Europe. Alors, je crois que c'est un sujet brûlant dans un contexte actuellement, puisque le président Trump a renversé plusieurs des politiques étrangères et ça va provoquer de grandes influences dans le monde et dans l'Europe. Et vous savez que ces derniers jours, la France et l'Angleterre ont tenu des réunions successives pour discuter le réarmement en Europe avec plus de 800 milliards d'euros. Et voilà, le président Emmanuel Macron a dit qu'il défendra l'Europe avec la parapluie nucléaire. Mais je voudrais savoir qu'avec avec un plan de 800 milliards d'euros, alors l'argent c'est depuis où? Alors je me demande si on investit davantage dans la défense, et alors il faut réduire la défense dans les autres domaines, et ça affectera comment vis-à-vis la situation socio-économique en France et en Europe. Merci. Merci. Il y avait une autre question là à poser. Une question? On va prendre 2-3 questions. Oui, on va prendre 2-3 questions en même temps. Parlez bien dans le... Donc, Denise Huchet, donc moi je suis retraitée de 50 ans aéronautique, mais j'ai une question qui est plutôt par rapport à la communication. D'ailleurs, c'est pas une question, c'est un point de vue sur votre présentation que j'ai trouvé absolument formidable sur tous les enjeux de l'Europe actuellement. Et il y a quelques mots qui m'ont interpellée plus particulièrement.
c'est ce qui concerne l'adhésion des citoyens. C'est-à-dire comment faire que finalement tous ces citoyens européens aient un peu plus envie d'entendre ou de comprendre ce qu'est vraiment l'Europe. Si tout le monde expliquait comme ça, beaucoup de gens comprendraient peut-être un peu les enjeux actuels. Et j'ai trouvé que le mot narratif, enfin, quand vous avez évoqué le fait que pour l'instant le narratif de l'Europe il est un petit peu plat par rapport à tous ces narratifs épouvantables qu'on a qui sont à côté de la vérité. Donc ce serait important, je trouve, effectivement, de pouvoir avoir un narratif européen qui emporte l'adhésion des citoyens. Et encore un petit mot, je trouve que nous, en Europe, on a quand même un patrimoine absolument extraordinaire sur le plan de la culture, de la civilisation depuis des siècles, et c'est comme si tout cela n'existait pas. Bien sûr, il y a la technologie, il y a tout ce qui est très important que vous venez d'évoquer, mais cet aspect-là me semble oublié. Merci. C'est vous qui vouliez poser une question? Oui, c'était sur la... Monsieur Hugo, Jean-Luc, sur M. Poutine, enfin, est-ce qu'il veut, en fin de compte, Ouest envers, disons, l'Europe, donc il veut, disons, l'Ukraine, les Pays-Bas et la Grande Pologne, la grande URSS, et en fin de compte, c'est une sorte de vengeance. Si jamais on lâche l'Ukraine, eh ben, la Chine envahira Taïwan, parce que Taïwan fabrique 80% des, comme on dirait, du lithium et au point de vue richesse nationale. Et au point de vue diplomatie, on a beaucoup de diplomates qui sont très bien formés en France, mais qui ne sont pas des commerçants, malheureusement. Et en fin de compte, Poutine, il sait très bien que l'Europe est divisée, il est machiavélique, en fin de compte, c'est diviser pour régner. Et je parle de facto in fine. En fin de compte, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts terminés. Les ambassadeurs sont de plus en plus des commerçants, d'ailleurs. Ouais, non, je vais me défendre. Je vais défendre mes collègues, je ne suis plus ambassadeur. Je réponds à tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Et on va s'arrêter là, peut-être, quand même. Parce qu'il y a un buffet, je crois. priorité, quand même. Quand même des priorités. Alors, les 800 milliards, il faut voir que dans le plan des 800 milliards de Mme Van der Leyen, ils ne sont pas sur la table, là. Hein. Il y en a 650 qui, en fait, viendraient d'après de l'assouplissement des règles du pacte de stabilité et de croissance qui relèvent donc de budgets nationaux. Ce qui rejoint la fin de votre question. Si on dépense, on a le droit de faire plus de déficit, à hauteur de 650 milliards, mais si on ne veut pas creuser trop les déficits, sur quoi on prend l'argent? Moi, ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il faut... C'est compliqué, parce qu'on ne peut pas non plus faire croire aux gens, qui d'ailleurs ne le croient pas, qu'on va trouver cet argent et qu'on va faire tout le reste comme avant. D'accord? Parce que la politique, c'est des choix, etc. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus inquiéter sans raison véritable la population en disant qu'on va se serrer la ceinture, on va diminuer la sécurité sociale. Il faut là aussi trouver un narratif, je repense au terme, puisque effectivement je crois qu'il est important, pour bâtir un minimum de consensus sur l'idée que la défense est vraiment une priorité, qu'il faut en tirer les conséquences, mais que, et c'est ce que je disais, c'est ce que nous disions tous les deux en fait, dans nos deux introductions, développer l'investissement de défense, c'est pas seulement mieux se protéger, empêcher des agressions contre l'Europe et notamment la France et donc contribuer à la paix, si vis pacem para bellum, disaient les latins, c'est aussi, et c'est l'expérience des États-Unis, c'est, tu parlais de ruissellement, c'est un facteur de compétitivité. Là, tout le monde sait que l'Internet a été inventé grâce aux militaires, mais aux États-Unis, vous avez deux grandes sources de dépenses publiques de recherche qui sont la défense et l'énergie. Et ça a des effets énormes dans le développement économique, technologique, dans la production de richesses, les États-Unis. Alors vous allez me dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi expliquer ça à nos populations. Et voilà, donc moi je ne suis pas pour des discours anxiogènes, évidemment, mais en même temps, il faut être réaliste, et d'ailleurs, les gens ne sont pas des idiots, hein, ils savent, ils comprennent, mais il faut faire attention dans la manière d'expliquer, je trouve, et toujours valoriser les aspects positifs auxquels on ne pense pas toujours.
Donc merci de ce que vous avez dit, madame, sur le narratif, et je suis d'accord avec vous sur le patrimoine culturel. Je crois que ça fait partie de ce modèle européen. Et le méga, c'est la culture aussi. Parce que quand l'Europe a été grande, c'est au moment de la Renaissance, par exemple. Voilà. Et donc, si on a un projet méga, Make Europe Great Again, ça renvoie aussi à ces phases où, d'ailleurs, comment dire, sous l'influence d'autres cultures, du monde arabe, de la Chine, enfin, l'Europe a cristallisé toute une série d'inventions et a produit ce qui est devenu la Renaissance, puis par l'évolution des idées, l'échange des idées, est devenu les Lumières. Et donc ça fait partie, c'est au cœur du modèle européen, mais il faut l'expliquer finalement, il faut l'expliquer dans l'éducation. Donc moi je suis absolument d'accord avec vous. Je vais ajouter, madame vient de French Heritage Society, hein, et donc il y a encore beaucoup d'Américains. Alors merci, parce que moi j'adore la French Heritage Society. Qui croient à notre patrimoine et qui investissent. Hein, donc je pense que ce mouvement-là n'est pas perdu. Mais bien sûr, et ça, il suffit de se balader en Espagne, en Italie, en Allemagne, partout, dans tous les pays européens, c'est pareil. On a un patrimoine extraordinaire. Alors, après, les remarques sur le fait que Poutine veut rendre lui aussi sa grandeur à la Russie, revenir tout ce qui s'est passé, que c'est une très mauvaise idée de le laisser faire comme ça, parce que ça encouragera les autres, et pas seulement la Chine d'ailleurs, mais partout. Pourquoi voulez-vous qu'on se gêne si n'importe quel pays plus fort peut prendre son voisin, hein? Quand l'Irak a voulu prendre le Koweït en 91, on l'a empêché. Et on l'a rappelé aux pays musulmans qui hésitaient à condamner la Russie. Vous voyez? Donc vous avez complètement raison de citer la valeur de précédent. Là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est que les ambassadeurs ne s'intéressent pas à l'économie française. Au contraire. Non, c'est vrai qu'on est devenu... D'ailleurs, on nous l'a dit, on a répété, on nous a tapé dessus. Les commerces... maintenant, le principal dossier, et ça c'est mon expérience, puisque j'étais ambassadeur dans plusieurs pays, c'est... On a deux priorités de nature économique. C'est aider les entreprises françaises à vendre dans le marché où on est et attirer des investisseurs en France pour créer de la valeur, créer de l'emploi, créer des centres de recherche, voilà. Et bien sûr créer des emplois. Hein, et donc ça, c'est la démarche Choose France. Et les ambassadeurs, enfin moi c'est ce que je faisais, vous savez, j'allais voir des chefs d'entreprise, parce que dans les ambassades, c'est souvent c'est pas le service. Le service économique, il fait l'agence Business France qui font leur boulot, mais c'est l'ambassadeur qui a accès au PDG, voilà. Et donc c'est ce qu'on fait. Et moi je pense que c'était 40% de mon temps en moyenne. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup 40%. Allez, c'était peut-être 50% même. Non, mais je veux dire que je faisais autre chose aussi. Mais malgré tout, c'était le domaine où je passais le plus de temps. Et ça, les gens s'en rendent pas du tout compte. Hein. En général, voilà, bon, ben diviser pour régner, c'est exactement ça. Et pas seulement la Russie. Hein. L'Europe doit savoir que les autres puissances nous regardent avec parfois un certain étonnement. Par exemple, quand on a fait l'euro, pour des raisons que je comprends d'ailleurs, les autres pays ont cru que c'était une blague, qu'on n'arriverait jamais à faire l'euro. Ils se sont dit, c'est pas un seul pays qui veut avoir une seule monnaie, ça marchera jamais. Ils ne sont pas capables d'avoir une politique économique unique. Ils n'avaient pas tort. On a vu les problèmes qu'a dû surmonter la zone euro, et on a fait l'euro. Et les gens, je peux vous dire, je me souviens d'une mission au Japon, à l'époque où on avait signé Maastricht, on s'apprêtait à fabriquer l'euro. Les gens m'ont dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire l'euro. Les Américains n'y croyaient pas. Donc, ces puissances nous voient et ils se disent, certaines n'entraînent pas tout le monde. Il y a des pays qui ont envie qu'on réussisse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et d'autres disent, ça va quand même faire un problème pour nous s'ils réussissent.
Et donc, il vaut mieux les diviser pour qu'ils n'y arrivent pas. Ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais c'est ce qu'ils pensent. On va demander une dernière question. Vraiment, toute dernière. Et puis en même temps, je lis le commentaire de Guillaume Vielle, là, un ami. Mais ce n'est pas une question, mais c'est quelque chose que Philippe a déjà dit. Hein, le point crucial pour s'imposer à la puissance économique, nous avons une richesse humaine exceptionnelle. Pour moi, il faut permettre, laisser à toutes nos potentialités humaines de s'exprimer. C'est la seule façon pour avoir un développement là-bas. Donc, merci Guillaume, on est tous d'accord. Oui, dernière question. C'est moins optimiste. Juste une dernière question militaire. Quand vous, Elizabeth Wise, je suis sur la Fondation Saint-Domingue. Si vous parlez de réarmement et de développement de la défense commune, est-ce que vous envisagez un départ du commandement intégral de l'OTAN? Et si la France voulait ça, je ne dis pas qu'il le veut, mais est-ce que les autres pays suivraient? Mais nous ne voulons pas que les Américains quittent l'Europe. Justement. Mais la France non plus. Et du coup, il faut... Mais c'est les Américains, c'est l'administration Trump. Attendez, il ne faut pas inverser les choses. Tout le monde en Europe souhaite le maintien des Américains, y compris la France. C'est très clair. Et c'est l'administration Trump qui dit, eh ben, nous, on n'est pas sûr de vouloir rester en Europe. Et on comprend, c'est pas seulement l'administration Trump, c'est tous les présidents américains, démocrates comme républicains, qui ont dit, il y en a marre les Européens, vous faites rien, et il va falloir qu'on parte un jour pour que vous preniez en charge. Ce sont les États-Unis qui me disent ça. Moi, j'ai été ambassadeur aux États-Unis, j'ai parlé aux nouvelles générations de démocrates comme de républicains, et ils me tenaient ce discours. Vous parlez de défense européenne, messieurs les Européens, mesdames et messieurs les Européens, arrêtez d'en parler, faites-la, parce que nous, on ne peut plus rester comme ça chez vous, on a d'autres priorités, et la première priorité géographique pour nous, c'est l'Indo-Pacifique. Et moi, je serais américain, je comprendrais ça. Donc, moi, j'ai une théorie qui, je me trompe peut-être complètement, mais je pense que le meilleur moyen de garder la présence américaine en Europe et de continuer à associer les États-Unis à la sécurité de l'Europe, c'est que les Européens fassent leur boulot et que les Européens deviennent beaucoup plus autonomes en matière de défense. Parce qu'il y a un moment où si les Européens, c'est pas le tour pris par les événements heureusement récents, grâce au futur prix Charlemagne, on obtient, il semble qu'on se ressaisisse, mais imaginez que ça retombe et que les Européens restent dans leur 1,5% du PIB compagnie et continuent à ne rien faire, et bien un jour, ils vont se réveiller une autre fois, mais ce sera pour un autre président américain, peut-être qui dira, bon cette fois, on s'en va, parce que ça suffit. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu les Américains. Donc, dans l'idéal c'est un peu ce que je disais au début, c'est que l'Europe se renforce, devienne une vraie puissance, mais qu'on garde l'Alliance Atlantique et qu'on soit plus fort ensemble, parce que les deux piliers, les deux rives de l'Atlantique auront toutes les deux une forte puissance. Vous voyez ? Et que bien sûr, à ce moment-là, les Américains et les Européens restent des alliés. On a beaucoup de choses à faire ensemble dans le monde, on a affronté les mêmes menaces, la prolifération nucléaire, le terrorisme, et beaucoup d'autres. Et puis bon, la guerre en Ukraine, l'invasion en Ukraine, etc. Mais je pense que c'est ça ce qu'il faut faire, et sûrement pas pousser les Américains à partir. Est-ce que c'est vrai que l'OTAN a été créé sans les Américains? J'ai entendu ça hier soir à la télé. Hein. Ah, bah si c'est à la télé, c'est sûrement vrai. Non. Non, alors... Sortez l'Angleterre, la France et... Oui, non, enfin c'est... Et que là, les États-Unis vont très vite. Oui, bon, ben écoutez, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans parce qu'en fait, l'OTAN a d'abord été créée, si ma mémoire est bonne, mais moi je ne suis pas sûr, hein, il faudrait reprendre ça, comme une organisation... La dimension militaire de l'OTAN est arrivée peut-être un peu après la création du traité de l'Atlantique Nord. Il y a d'abord eu l'accord politique et puis après l'organisation militaire. Donc effectivement, bon, c'était les années où le début de la guerre froide, on s'est organisé peu à peu. Mais c'est aussi dans ce contexte qu'on a créé l'Union européenne d'ailleurs. Et les Américains nous ont aussi poussé c'était la réintégration d'Allemagne. L'Union européenne, c'est-à-dire ACK,
Et la CED avortée, c'était la réintégration de l'Allemagne en deux temps, la réintégration politique en 50 et la réintégration militaire, la recréation d'une armée allemande en 54-55. Donc c'est toute cette période, effectivement, où l'organisation s'est mise en place peu à peu dans le contexte de la guerre froide. Bien, écoutez, merci, merci à tous. On ne va pas conclure, mais ce qui est important, c'est d'une part, à travers confrontation, c'est de penser qu'une des solutions à nos problèmes, c'est la société civile, c'est-à-dire vous tous. C'est-à-dire que ce n'est pas juste Macron et ses différents acolytes d'où va sortir la solution. La solution, elle va sortir de la puissance de la société civile. Nous devons inspirer les politiques, inspirer les fonctionnaires, et donc c'est de nous que des solutions peuvent apparaître. Donc ce genre de réunion fait en sorte que nous prenions et nous assumions nos responsabilités individuelles que nous allons effectivement exercer collectivement. Je pense que cela est important. Et aujourd'hui, avec Philippe, ce qu'on a essayé de vouloir faire, c'est qu'on partage et qu'on relance un certain enthousiasme sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on y croit. Si on y croit, les choses bougeront. Si on n'y croit pas, on sera au fond du trou. Donc, arrêtons de creuser, regardons vers le haut et on sortira du trou. Merci. Et on a un petit verre qui nous attend. Merci à Mayor Brown de nous avoir effectivement accueillis. Merci.